chapitre qui vous parle. Aujourd'hui, on se retrouve pour lire le chapitre 3 de Harry Potter 2. Le terrier. Ron, chuchota Harry en se glissant près de la fenêtre. Il souleva le panneau coulissant pour qu'il puisse se parler à travers les barreaux. Ron, t'as fait... Qu'est-ce que... Harry resta bouche bée lorsqu'il vit que Ron était penché à la fenêtre arrière d'une vieille voiture vert turquoise qui s'était immobilisée dans les airs. À l'avant de la voiture, Fred et George, les deux frères jumeaux de Harry, lui souriaient. « Ça va, Harry ?»« Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Ron. « Pourquoi t'as pas répondu à mes lettres ? Je t'ai invité à venir chez nous une bonne douzaine de fois. Et là-dessus, papa rentre à la maison et nous raconte que tu as reçu un avertissement pour avoir fait de la magie devant des moldus. Ce n'était pas moi. Et d'abord, comment il l'a su ?»« Il travaille au ministère, répondit Ron. Et tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de faire de magie en dehors d'école. »« Ça te va bien de dire ça, répliqua Harry en montrant la voiture volante. Oh, ça ne compte pas, dit Ron. On n'a fait que l'emprunter. Elle est à papa. Ce n'est pas nous qui l'avons trafiquée, mais faire de la magie sous le nez des moldus chez qui tu habites. Ce n'était pas moi, je te dis, mais ce serait trop long à expliquer. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais dire à Poudlard que les Dursley m'ont enfermé et qu'ils refusent de me laisser retourner à l'école? Je ne peux pas me sortir de là par une formule magique, sinon le ministère de la magie dirait que c'est la deuxième fois en 3 jours que j'enfreins le règlement, alors... Arrête tes paradages, dit Ron. On est venu te chercher pour t'emmener à la maison. Mais toi non plus, tu n'as pas le droit de me délivrer par une formule magique. On n'en aura pas besoin, assura Ron, en montrant ses deux frères d'un signe de tête. Tu oublies qu'ils m'accompagnent. Attache-toi au barreau, dit Fred, qui lança à Harry l'extrémité d'une corde. Si Dursley se réveille, je suis mort, dit Harry en nouant solidement la corde autour des barreaux, tandis que Fred donnait de grands coups d'accélérateur. T'inquiète pas, dit Fred, et recule un peu. Harry recula près de la cage d'Edwige qui observait la scène en silence. Elle semblait avoir compris qu'il se passait quelque chose d'important. Le moteur de la voiture s'emballa et soudain il y eut un grand bruit. Fred avait foncé tout droit dans les airs et les barreaux de la fenêtre avaient été arrachés net. Harry se précipita et vit les barreaux qui pendaient au bout de la corde, à moins d'1 mètre du sol. Le souffle court, Ron les hissa à l'intérieur de la voiture. Inquiet, Harry tendit l'oreille, mais aucun son ne provenait de la chambre des Dursley. Lorsque les barreaux eurent été déposés sur la banquette arrière, Fred fit marche arrière pour se rapprocher le plus près possible de la fenêtre de Harry. « Allez, monte, dit Ron. Il faut que j'emporte mes affaires, dit Harry. Ma baguette magique, mon balai. Où elles sont ? Dans un placard sous l'escalier, et la porte de ma chambre est fermée à clé. Pas de problème, dit George qui était assis à côté de Fred. Laisse-nous passer. Fred et George se glissèrent alors avec précaution par la fenêtre de la chambre. Il valait mieux les laisser faire, pensa Harry, en voyant George sortir de sa poche une simple épingle à cheveux avec laquelle il entreprit de forcer la serrure. Les sorciers pensent que c'est une perte de temps d'apprendre les astuces des moldus, dit Fred. Mais ils ont des techniques qui valent la peine d'être connues, même s'ils sont un peu lentes. Il y eut un déclic et la porte de la chambre s'ouvrit. Bon, va chercher ta valise. Pendant ce temps-là, prends tout ce qui peut être utile et passe-le à Ron, chuchota George. Fais attention à la dernière marche, elle craque, chuchota Harry aux jumeaux qui s'enfonçaient dans les ténèbres de l'escalier. Harry fit rapidement le tour de sa chambre en rassemblant ses affaires qu'il passa à Ron par la fenêtre. Puis il alla aider Fred et George à hisser sa grosse valise en haut de l'escalier. Harry entendit l'oncle Vernon tousser. Hors d'haleine, ils atteignirent enfin le palier du premier étage et transportèrent la lourde valise jusqu'à la fenêtre. Fred remonta dans la voiture pour aider Ron à tirer à l'intérieur la valise, tandis que Harry et George la poussaient de l'autre côté. Centimètre par centimètre, la valise glissa à travers la fenêtre de la voiture. L'oncle Vernon toussa à nouveau. Encore un peu, dit Fred, tout essoufflé. Poussez beaucoup. Harry et George pesèrent de tout leur poids contre la valise qui bascula enfin sur la banquette arrière de la voiture. Ok, on y va, chuchota George. Mais au moment où Harry grimpa sur le bord de la fenêtre, un cri aigu retentit derrière lui, suivi par la voix tortuante de l'oncle Vernon. Ça te fait chez chouette. J'ai oublié Edwige. Harry retourna aussitôt à l'intérieur de la chambre. Au même moment, la lumière du couloir s'alluma. Il attrapa la cage d'Edwige, se rua vers la fenêtre, passa la cage à Ron et remonta sur le bord à l'instant où l'oncle Vernon tambourina à la force, qu'il s'ouvrit à la volée. Pendant une fraction de seconde, l'oncle Vernon resta pétrifié à l'entrée de la chambre. Puis il laissa échapper un beuglement de taureau furieux. Il plongea sur Harry en le saisissant par une cheville. Ron, Fred et George empoignèrent Harry par les bras et le tirèrent vers eux, de toute leur force. « Pétunia !» rugit l'oncle Vernon. « Il s'échappe! Il est en train de s'enfuir !» D'un même mouvement, les frères Weasley tirèrent Harry si fort que sa cheville glissa des mains de l'oncle Vernon. « Pied au plancher, Fred !» hurla Ron dès que Harry fut dans la voiture et qu'il eut claqué la portière. La voiture s'élança alors vers la lune. Harry avait du mal
à y croire. Il était libre. Il baissa la vitre, le vent de la nuit ébouriffa ses cheveux, et il regarda les toits des maisons et Private Drive s'éloigner. Derrière lui, les yeux ronds et la bouche grande ouverte, l'oncle Vernon, la tante Pétunia et le gros Dudley, tous trois penchés à la fenêtre de la chambre, regardaient la voiture s'élever dans les airs. « À l'été prochain !» leur cria Harry. Les Weasley éclatèrent de rire. Et Harry s'installa confortablement sur la banquette en souriant d'une oreille à l'autre. « Laisse sortir Edwige, dit-il à Ron. Elle volera derrière nous. Il est un temps fou qu'elle n'a pas eu le temps de se dégourdir les ailes. » George donna à Ron l'épingle à cheveux, et un instant plus tard, Edwige s'élançait avec bonheur par la fenêtre de la voiture qu'elle accompagna en planant comme un fantôme. « Alors, raconte Harry, dit Ron avec impatience. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Harry leur raconta l'histoire de Dobby, l'avertissement qu'il lui avait donné, et le triste sort du gâteau aux violettes. Un long silence stupéfait suivit son récit. « Vraiment louche tout ça, dit enfin Ron. « Tout ce qu'il y a de plus bizarre, prouva George. Il ne t'a même pas dit qui était derrière ce complot ?»« Je pense qu'il était impossible de le dire, répondit Harry. À chaque fois qu'il était sur le point de laisser échapper quelque chose, il se cognait la tête contre le mur. Il vit Fred et George échanger un regard. « Vous croyez qu'il m'a raconté des histoires, dit-il. »« Les elfes de maison ont de grands pouvoirs magiques, répondit Fred. Mais d'habitude, ils n'ont pas le droit de s'en servir sans l'autorisation de leur maître. J'imagine que Dobby a été envoyé par quelqu'un pour essayer de t'empêcher de revenir à Poudlard. Quelqu'un qui voulait te faire une mauvaise passe. Tu ne vois pas qu'il pourrait t'en vouloir à l'école ?»« Oh, si, répondirent Harry et Ron d'une même voix. Drago Malfoy, dit Harry. Il me déteste. Drago Malfoy, dit George en se tournant vers lui. Ce ne sera pas le fils de Lucius Malfoy? Si, probablement. Ce n'est pas un nom très courant. Pourquoi? J'ai entendu papa parler de ce type-là, dit George. C'était l'un des plus proches partisans de tu sais qui. Et quand tu sais qui a disparu, ajouta Fred en se tordant le cou pour regarder Harry, Lucius Malfoy est revenu en disant qu'il n'avait jamais voulu tout ça. Tu parles. D'après papa, il faisait partie des intimes de tu sais qui. Harry avait déjà entendu les rumeurs qui circulaient sur la famille de Malfoy et il n'en était pas surpris. À côté de Drago Malfoy, Dudley Dursley était un modèle de gentillesse, de sensibilité et de prévenance. Je ne sais pas si les Malfoy ont un elfe de maison, dit Harry. En tout cas, les maîtres de Dobby appartiennent sûrement à une vieille famille de sorciers et ils doivent être riches, dit Fred. Maman a toujours eu envie d'avoir un elfe de maison pour s'occuper du repassage, dit George. Mais tout ce qu'on a, c'est une vieille goule pouilleuse dans le grenier et des gnomes qui envahissent le jardin. Les elfes de maison, on les trouve dans les vieux manoirs ou les châteaux. Aucune chose d'en voir un chez nous. Harry resta silencieux. Drago Malfoy avait toujours tout ce qu'il voulait. Sa famille devait rouler sur l'or. Il imaginait très bien Malfoy se pavanant dans un mast par manoir. Et il était parfaitement capable d'envoyer un domestique pour essayer d'empêcher Harry de retourner à Poudlard. Harry avait été idiot de prendre Dobby au sérieux. En tout cas, je suis content qu'on soit venu te chercher, dit Ron. Je commençais à m'inquiéter sérieusement en voyant que tu ne répondais pas à mes lettres. Au début, j'ai cru que c'était de la faute de Errol. Errol? C'est notre hibou, il est très vieux. Ça n'aurait pas été la première fois qu'il se serait évanoui d'épuisement en allant porter le courrier. Alors j'ai essayé d'emprunter Ernest. Qui ça? Le hibou que mes parents ont offert à Percy quand il a été nommé préfet, dit Fred. Mais Percy a refusé de me le prêter, dit Ron. Il a prétendu qu'il en avait besoin. Percy est très bizarre depuis le début des vacances, dit George en fronçant les sourcils. Il envoie beaucoup de courriers et il reste presque tout le temps enfermé dans sa chambre. Mais on peut quand même pas passer toutes ses journées à astiquer son insigne de préfet. Tu vas un peu trop loin vers l'ouest, Fred, ajouta George en montrant la boussole fixée au tableau de bord. Fred tourna légèrement le volant. Et votre père, il sait que vous avez pris la voiture, demanda Harry. Non, répondit Ron. Il devait rester travailler au ministère hier soir. Mais heureusement, on sera rentré à la maison avant que maman ait pu s'apercevoir qu'on a emprunté la voiture. Qu'est-ce qu'il fait au ministère de la magie, votre père? Il travaille dans le bureau le plus ennuyeux, dit Ron. Le service des détournements de l'artisanat moldu. Le quoi? Ça concerne tous les objets fabriqués par les moldus qui ont été ensorcelés. Il faut s'occuper de les neutraliser. Si jamais ils reviennent dans des magasins ou des maisons de moldus. Par exemple, l'année dernière, une vieille sorcière est morte et son service a été vendu à un brocanteur. Une moldue l'a acheté, l'a emporté chez elle et a essayé de servir de thé à ses amis. Ça s'est transformé en cauchemar. Papa a dû faire des heures supplémentaires pendant des semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? La théière a piqué une crise et a commencé à verser du thé partout dans la maison. Un homme a fini à l'hôpital avec une pince à sucre coincée dans le nez. Papa a eu un travail fou ce jour-là. Ils ne sont que deux au bureau. Lui est un vieux
vieux sorcier du nom de Perkins. Ils ont passé la soirée à jeter des sortilèges d'amnésie et des trucs comme ça pour que personne ne se souvienne de rien. Mais cette voiture, c'est ton père qui... Fred éclate de rire. Papa adore tout ce que fabriquent les moldus. Il a un garage plein de ces machins-là. Il les démonte, leur fait subir un tas de sortilèges et les remonte. S'il devait faire une perquisition dans sa propre maison, il serait obligé de se mettre lui-même en prison. Ça rend ma mère folle de rage. Voilà la grande route, dit Georges en regardant à travers le pare-brise. On sera arrivé dans 10 minutes. Il est temps, le jour commence à se lever. Une faible lueur rose se dessinait en effet à l'horizon. La voiture perdit de l'altitude et Harry aperçut une mosaïque de champs et de bosquets. On est tout près du village, dit Georges. Ça s'appelle Lostry-Stanchaples. La voiture volante se rapprocha du sol. Un soleil rouge et brillant commençait à luire à travers les arbres. Atterrissage, annonça Fred. Ils touchèrent le sol avec un léger soubresaut et s'immobilisèrent à proximité d'un garage délabré qui s'élevait au milieu d'une petite cour. Harry vit alors pour la première fois la maison de Ron. On aurait dit une vaste porcherie qui aurait été arrangée au fil du temps. Haute de plusieurs étages, la maison paraissait si bancale qu'elle ne semblait tenir que par magie. Ce qui était probablement le cas, songea Harry. 4 ou 5 cheminées se dressaient sur le toit rouge, un écriteau tordu planté près de l'entrée portait le nom de la maison. Le terrier. Des bottes entassées en désordre et un vieux chaudron rouillé encadraient la porte. Quelques gros poulets bien gras picoraient dans la cour. Ce n'est pas très luxueux, dit Ron. C'est merveilleux, tu veux rire s'exclama Harry d'un ton ravi en repensant après le drive. Ils sortirent de la voiture. Maintenant, on va monter là-haut sans faire de bruit, dit Fred. Et on attendra que maman nous appelle pour le petit déjeuner. À ce moment-là, Ron, tu te précipites dans la cuisine en criant Maman, regarde qui est arrivé cette nuit. Elle sera ravie de voir Harry et personne ne saura jamais qu'on a emprunté la voiture. D'accord, dit Ron. Viens. Harry m'a chambré. Ron s'interrompit. Ses yeux se fixèrent sur la maison et son visage prit soudain une teinte verdâtre. Les 3 autres firent aussitôt volte-face. Madame Weasley traversa la cour à grands pas, provoquant la panique parmi les poulets. La petite femme replète, au visage bienveillant, semblait s'être brusquement transformée en une tigresse redoutable. Aïe, dit Fred. Oula, dit George. Madame Weasley vint se planter devant elle, les mains sur les hanches, regardant alternativement chacun de ses 3 fils qui baissaient la tête, d'un air coupable. Elle portait un tablier à fleurs avec une poche de dépasser une baguette magique. Alors, dit-elle. Bonjour, maman, dit George en s'efforçant, sans grand succès, d'adopter un ton joyeux et conquérant. Est-ce que vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude dit Madame Weasley en haussant le ton. Désolée, maman, mais tu sais, il fallait que... Chacun des 3 fils de Madame Weasley était plus grand qu'elle, mais ils semblèrent se ratatiner sur place lorsque sa rage explosa. Les limites, pas le moindre mot, la voiture disparue, aurait pu avoir un accident, pas d'inquiétude, vous en fichez, j'avais vu ça, attendez que votre père soit rentré, jamais Bill, Charlie ou Percy nous ont causé autant de soucis. Le préfet, Percy, murmura Fred. Toi, tu ferais bien de t'inspirer de Percy un peu plus souvent, s'écria Madame Weasley en enfonçant l'index dans la poitrine de Fred. Vous auriez pu vous tuer, vous pu faire perdre ce travail à votre père. Elle semblait hurler ainsi pendant des heures. Enfin, lorsqu'elle se fut cassée la voix, elle se tourna vers Harry, qui eut un mouvement de recul. Je suis vraiment très contente de te voir, Harry, dit-elle. Viens donc manger quelque chose, tu dois avoir faim. Elle tourna sur ses talons et rentra dans la maison. Harry lança un regard inquiet à Ron, qui lui fit un signe de tête pour l'encourager à la suivre. La cuisine était petite et encombrée. Une table et des chaises en bois brut occupaient le centre de la pièce. Harry s'assit sur le bord d'une chaise en regardant autour de lui. C'était la première fois qu'il pénétrait dans une maison de sorcier. La pendule accrochée au mur en face de lui n'avait qu'une seule aiguille et aucun chiffre. Tout autour du cadran, on pouvait lire diverses inscriptions. L'heure du thé, heure de nourrir les poulets ou tu es en retard. 3 rangées de livres s'alignaient sur le manteau de la cheminée. Harry lut quelques-uns des titres. Comment ensorceler son fromage, la pâtisserie magique, festin minute en un coup de baguette. Une vieille radio posée à côté de l'évier annonça l'émission Salut les sorciers avec la célèbre chanteuse Célestina Molgebec. Dans un cliquetis de vaisselle, Madame Weasley s'occupait à préparer le petit déjeuner avec de grands gestes désordonnés, jetant des saucisses dans la poêle et des regards furieux à ses 3 fils. De temps en temps, elle marmonnait quelque chose, comme « Je me demande ce que vous avez dans la tête » ou « Jamais je n'aurais pensé une chose pareille ». « Toi, tu n'y es pour rien, mon pauvre chéri, dit-elle à Harry en remplissant son assiette d'un gros tas de saucisses. Arthur et moi, nous nous faisions du souci à ton sujet. Hier soir encore, nous nous sommes dit que nous irions te chercher nous-mêmes si vendredi tu n'avais pas répondu à Ron. Mais quand même, elle rajouta 3 autres plats sur le tas de saucisses. Traverser la moitié du pays dans une voiture volante totalement interdite,
porta machinalement sa baguette en direction de l'évier où la vaisselle entassée commença à se laver toute seule. Il y avait des nuages morts, dit Fred. Toi, tu ne parles pas la bouche pleine, répliqua sèchement Madame Weasley. Mais bon, il ne lui donnait rien à manger, dit George. Toi aussi, tu te tais. Madame Weasley paraissait un peu calmée lorsqu'elle coupa du pain qu'elle se mit à bourrer pour le donner à Harry. Au même moment, une petite silhouette aux cheveux roux vêtue d'une chemise de nuit apparut dans la cuisine, poussa un cri et ressortit en courant. C'est Ginny, dit Ron à voix basse en se tournant vers Harry. Ma sœur, elle a passé l'été à nous parler de toi. Elle veut ton autographe, Harry, dit Fred avec un sourire. Il croisa alors le regard de sa mère et baissa la tête sans ajouter un mot. Le silence régna jusqu'à ce que les 4 assiettes euent été vidées, ce qui ne mit guère de temps. Oh là là, je suis fatiguée, dit Fred dans un bâillement en posant enfin son couteau et sa fourchette. Je crois que je vais aller me coucher. Certainement pas, dit sèchement Madame Weasley. C'est entièrement ta faute si tu n'as pas passé la nuit à dormir. Tu vas immédiatement aller dégnommer le jardin. Ces horribles créatures ont encore tout envahi. Oh non. Et vous deux, vous allez l'aider, reprit-elle en jetant un regard furibond à Ron et à George. Toi, tu peux aller te coucher, mon chéri, ajouta-t-elle à l'adresse de Harry. Ce n'est pas toi qui leur a demandé de prendre cette maudite voiture. Mais Harry n'avait pas du tout sommeil. Je préférais aider Ron, dit-il précipitamment. Je n'ai jamais vu dégnommer un jardin. C'est très gentil à toi, mon chéri, mais c'est un travail très ennuyeux. Voyons un peu ce que Lockhart dit à ce sujet. Elle prit un gros volume sur la cheminée. George poussa un grognement. Non, c'est très bien dégnommer un jardin. Harry jeta un coup d'œil à la couverture du livre, écrit en lettres d'or. Il lut Gilles de Roi Lockhart, le guide des créatures nuisibles. Au-dessous, une grande photo montrait un sorcier au visage séduisant, avec des cheveux blonds ondulés et des yeux clairs. Comme toujours dans le monde des sorciers, la photo était animée. Gilles de Roi Lockhart ne cessait de lancer des clins d'œil coquins autour de lui. Le visage de Madame Weasley rayonnait. Il est tellement merveilleux, dit-il. Il sait tout sur les nuisibles. C'est un livre remarquable. Non, faites pour lui, dit Fred dans un murmure parfaitement audible pour tout le monde. Allons, Fred, ne sois pas ridicule, protesta Madame Weasley, les joues grossissantes. Si vous pensez que vous savez plus que Lockhart, allez-y, débrouillez-vous. Mais gare à vous si je trouve le moindre gnome dans le jardin quand j'irai faire mon inspection. Maya et Rochounin et frère Weasley sortirent d'un pas traînant, suivis par Harry. Le jardin était grand et correspondait exactement à l'idée que Harry se faisait d'un jardin. Les Dursley ne l'auraient pas aimé du tout. Il était envahi de mauvaises herbes et la pelouse avait grand besoin d'être tondue. Marie était émerveillée par les arbres noueux plantés le long des murs et les massifs débordant de plantes et de fleurs qu'il n'avait jamais vus. Sans compter la grande mare verte remplie de grenouilles. Les Moldy aussi ont des gnomes dans leur jardin, dit Harry à Ron. Oui, j'en ai vu, dit Ron, penché sur un massif de pivoine. Mais ce ne sont pas de vrais gnomes. On dirait des petits Pères Noël grassouillés avec des brouettes et des cannes à pêche. Il sonna une grande agitation dans les pivoines, qui se mirent à remuer en tous sens, et Ron se redressa en tenant une créature à la main. Ça, c'est un vrai gnome, dit-il d'un air sombre. Fixe-moi la paix, fixe-moi la paix, couina le gnome. Il n'avait en effet rien à voir avec un Père Noël. Il était petit, avec une peau comme du cuir, et une grosse tête chauve couverte de verrues qui ressemblait à s'y méprendre à une pomme de terre. Ron le tenait à bout de bras tandis que la créature essayait de lui donner des coups de ses petits pieds noueux. Ron l'attrapa par la cheville et le retourna la tête en bas. C'est comme ça qu'il faut s'y prendre, dit-il. Il leva le gnome au-dessus de sa tête. Fiche-moi la paix et le fit tourner comme un oiseau. En voyant l'expression choquée de Harry, Ron expliqua. Ça ne leur fait pas mal, simplement il faut leur donner le tournis pour qu'ils ne retrouvent plus le chemin de leurs 3 gnomes. Il lâcha les chevilles de la créature. Celle-ci fit alors un vol plané de plusieurs mètres et atterrit avec un bruit sourd dans le champ qui s'étendait de l'autre côté de la haie. Ridicule, dit Fred. Te pareil, j'arrive à lancer le mien plus loin que la souche d'arbre là-bas. Harry apprit très vite à ne pas trop éprouver de pitié pour les gnomes. Il décida de laisser simplement tomber de l'autre côté de la haie le premier qu'il attrapa. Mais le gnome, sentant une faiblesse de sa part, lui planta dans le doigt ses dents tranchantes comme un hasard. Et Harry dut secouer frénétiquement sa main pour essayer de lui faire lâcher prise jusqu'à ce que... Bravo Harry, tu l'as lancé à au moins 15 mètres. Bientôt les gnomes se mirent à voler en tous sens. Ils ne sont pas très malins, dit George, qui en avait attrapé 5 ou 6 d'un coup. Dès qu'ils s'aperçoivent que le dégnommage a commencé, ils sortent de leur trou pour regarder ce qui se passe. Depuis le temps, on pensait qu'ils auraient appris à se cacher. La foule des gnomes qui avaient atterri dans le jardin s'éloignait en désordre, le dos rond, la démarche incertaine. Ils reviendront, dit Ron en les regardant disparaître dans la haie, à l'autre bout du champ.
Ils adorent venir ici. Papa est trop gentil avec eux. Il les trouve drôles. Au même instant, la porte de la maison claqua. Il est revenu, dit Georges. Papa est rentré. Ils traversèrent le jardin en courant et retournèrent à l'intérieur de la maison. Monsieur Weasley était affalé sur une chaise de la cuisine. Il avait enlevé ses lunettes et fermé les yeux. Il était mince et presque chauve, mais les quelques cheveux qui lui restaient étaient aussi roux que ceux de ses enfants. Monsieur Weasley était vêtu d'une longue robe verte de sorcier, couverte de poussière et usée par les longs voyages. Quelle nuit, marmonna-t-il en attrapant la terre à tâtons. Tout le monde s'assit autour de la table. 9 interventions, s'exclama Monsieur Weasley. 9. Un certain Monagus Fletcher a essayé de me jeter un sort pendant que j'avais le dos tourné. Il avala une longue gorgée de thé et poussa un profond soupir. Tu as trouvé quelque chose, pas demanda Fred avec intérêt. Oh, quelques clés rétrécissantes et une bouilloire mordeuse, répondit Monsieur Weasley en bâillant. Il y a eu pas mal de sales histoires qui ne révéleraient pas de mon département. Morlac a dû répondre à quelques questions concernant des furets très étranges, mais c'est du ressort de la commission des sortilèges expérimentaux. Dieu merci. Qu'est-ce qui s'amuse à fabriquer des clés rétrécissantes, s'étonna Georges. Oh, c'est un simple attrape-moldu, soupira Monsieur Weasley. Ils leur vendent des clés qui finissent par disparaître à force de rétrécir, et les moldus n'arrivent plus à remettre la main dessus. Bien sûr, il est très difficile de faire condamner qui que ce soit. Aucun moldu ne voudra jamais admettre que ces clés rétrécissent. Ils sont persuadés qu'ils les ont perdues. Heureusement, ils sont prêts à croire n'importe quoi quand il s'agit de nier la magie, même lorsqu'elle leur crève les yeux. Mais c'est fou le nombre d'objets que les sorciers s'amusent à transformer. Les voitures, par exemple. Madame Weasley venait d'apparaître dans la cuisine. Elle tenait à la main un long tisonnier qu'elle brandissait comme une épée. Monsieur Weasley ouvrit soudainement les yeux roux et regarda sa femme d'un air coupable. Les voitures, ma chérie? Parfaitement, Arthur, les voitures, dit Madame Weasley, les yeux flamboyants. Imagine un sorcier qui achèterait une vieille voiture rouillée en disant à sa femme qu'il veut simplement la démonter pour voir comment c'est fait, alors qu'en réalité, il s'amuse à la trafiquer pour la faire voler. Monsieur Weasley cligna des yeux. Tu sais, ma chérie, un sorcier qui ferait ça ne violerait pas la loi, même s'il aurait dû dire la vérité à sa femme. Il y a une lacune dans la loi quand on y regarde de près. Du moment qu'on appelle l'intention de faire voler la voiture, le fait qu'elle puisse voler ne... Arthur Weasley, c'est toi qui t'es arrangé pour qu'il y ait une lacune dans la loi, puisque tu l'as rédigée, s'écria Madame Weasley. Simplement pour que tu puisses continuer tes bricolages avec tous tes machins modus qu'il y a dans ton garage. Et pour ton information personnelle, je te signale qu'Harry est arrivé ce matin dans la voiture que il n'avait pas l'intention de faire voler. Harry? Dit Monsieur Weasley sans comprendre. Harry qui? Il regarda autour de lui et sursauta en voyant enfin Harry. Dieu du ciel! C'est Harry Potter? Ravi de faire ta connaissance. Ron nous a tellement parlé de toi. Tes fils sont allés chercher Harry chez lui dans cette voiture volante, s'exclama Madame Weasley. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Vraiment? Vous l'avez fait voler? Dit Monsieur Weasley très intéressé. Et elle a bien marché, je veux dire, balbutia-t-il en voyant les yeux de sa femme lancer des éclairs. C'est très mal, les enfants. Vraiment très mal. Bien, il faut mieux les laisser, chuchota Ron à l'oreille de Harry, tandis que Madame Weasley enflait comme un crapaud vif. Je vais te montrer ma chambre. Ils se glissèrent hors de la cuisine et suivirent un couloir étroit jusqu'à un escalier aux marches bancales qui montaient en zigzag dans les étages. Au deuxième, une porte était entrouverte. Harry eut le temps d'apercevoir des yeux brillants qui le regardaient, puis la porte se referma en claquant. Ginny, dit Ron, c'est vraiment bizarre qu'elle soit aussi timide. D'habitude, on n'arrive pas à la faire taire. Ils montèrent encore 2 volets de marche avant d'arriver devant une porte à la peinture écaillée sur laquelle était écrit « Chambre de Ronald ». Harry entra dans la pièce. Sa tête touchait presque le plafond incliné qui épousait la forme du toit. Ébloui, il cligna des yeux. Il avait l'impression d'avoir pénétré dans une fournaise. Presque tout dans la chambre de Ron avait une couleur orange vif. Le couvre-lit, les murs et même le plafond. Harry remarqua alors que Ron avait presque entièrement recouvert le papier miteux des murs avec des affiches représentant 7 mages et sorciers, toujours les mêmes, tous vêtus de robes orange et tenant à la main des balais qu'ils brandissaient avec énergie. C'est ton équipe de Quidditch préférée? Demanda Harry. Les canons de Chudley, dit Ron, en montrant le couvre-lit orange fondé de 2 grands C et d'un boulet de canon. Ils sont 9e au championnat. Les livres de magie de Ron étaient entassés en désordre à côté d'une pile de BD qui semblait tout avoir pour héros Martin Minx, le bol du fou. La baguette magique de Ron était posée sur un aquarium rempli de têtards installé sur le rebord de la fenêtre à côté de Croutard, son gros rat gris qui somnolait dans un rayon de soleil. Harry enjamba un jeu de cartes autobattante
étalé sur le sol et regarda à travers la minuscule fenêtre. Dans le champ, tout en bas, il aperçut une bande de gnomes qui se glissaient un par un à travers la haie du jardin de Weasley. Il se tourna ensuite vers Ron, qui le regardait d'un air anxieux, comme s'il attendait son opinion. « C'est un peu petit, dit précipitamment Ron. Pas comme la chambre que tu avais chez les Moldus. Et je suis juste sur le grenier où habite la boule. Elle n'arrête pas de taper sous les tuyaux et de cogner. » Mais Harry eut un large sourire. « C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue, dit-il. Les oreilles de Ron prirent alors une couleur rose